Le jour qui a tout changé a commencé comme n'importe quel dimanche ordinaire. Je m'appelle Pierre, et j'étais tranquillement installé dans mon fauteuil préféré, savourant la douce quiétude de notre maison de banlieue parisienne. Ma femme, Sophie, était sortie faire quelques courses, me laissant seule avec mes pensées et le dernier roman de Guillaume Musso. Le soleil de juin filtrait à travers les rideaux en dentelle, créant des motifs dansants sur le parquet en chêne. L'air était empli du parfum des roses que Sophie avait cueillies la veille dans notre petit jardin. Tout respirait la paix et la sérénité. J'étais loin d'imaginer que ces instants de calme seraient les derniers avant longtemps. Soudain, la sonnette retentit, brisant le silence apaisant. Intrigué, je me levai, me demandant qui pouvait bien nous rendre visite un dimanche après-midi. Nous n'attendions personne, et nos amis avaient l'habitude de nous prévenir avant de passer. En ouvrant la porte, je restai figé sur place. Devant moi se tenait Marguerite, ma belle-mère, entourée d'une multitude de valises et de sacs. Son visage, habituellement si composé, trahissait une certaine agitation. « Bonjour, Pierre, dit-elle d'un ton qui se voulait jovial mais qui sonnait faux. Surprise. Je restai muet, incapable de formuler une réponse cohérente. Marguerite profita de mon silence pour se frayer un chemin dans l'entrée, traînant ses bagages derrière elle. « Eh bien, ne restez pas planté là comme une statue, lança-t-elle par-dessus son épaule. Aidez-moi à rentrer mes affaires. » Comme un automate, je m'exécutais, portant valise après valise dans notre salon. Mon esprit tournait à plein régime, essayant de comprendre ce qui se passait. Marguerite vivait à Bordeaux, à plus de 500 km de chez nous. Que faisait-elle ici, avec tous ses bagages? Une fois le dernier sac posé, je me tournai vers elle, cherchant mes mots. Marguerite, c'est inattendu. Que nous vaut le plaisir de votre visite? Elle s'assit sur notre canapé, comme si elle était chez elle, et me regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas une visite, Pierre. Je viens vivre ici. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je dus m'asseoir tant mes jambes tremblaient. Pardon? Vivre ici? Mais, pourquoi? Et Sophie est-elle au courant? Marguerite balaya mes questions d'un geste de la main. Oh, ne vous inquiétez pas pour Sophie. Elle comprendra. J'ai eu quelques difficultés à Bordeaux. J'ai besoin d'un nouveau départ, et quoi de mieux que de se rapprocher de sa famille? J'étais abasourdie. Comment pouvait-elle prendre une telle décision sans même nous consulter? Et qu'entendait-elle par difficulté? Mais Marguerite, tentai-je d'argumenter, nous n'avons pas vraiment la place. Notre maison n'est pas très grande, et... Elle me coupa net. Allons, allons. Il y a cette chambre d'amis que vous n'utilisez jamais. Elle fera parfaitement l'affaire. Et puis, ce sera l'occasion de resserrer nos liens familiaux, n'est-ce pas? Son ton ne laissait place à aucune discussion. Je me sentais pris au piège, incapable de trouver les mots pour exprimer mon désaccord sans paraître impoli ou inhospitalier. C'est à ce moment-là que j'entendis la clé tourner dans la serrure. Sophie rentrait des courses. Je me levai d'un bond, espérant trouver en ma femme une alliée pour faire entendre raison à sa mère. « Chérie, commençai-je dès qu'elle franchit le seuil, ta mère est... » Mais je n'eus pas le temps de finir ma phrase. Sophie laissa tomber ses sacs de courses en apercevant sa mère, et se précipita pour l'embrasser. « Maman! Quelle surprise! Que fais-tu ici ?» Marguerite adressa à sa fille un sourire que je ne lui avais jamais vu. « Ma chérie, j'ai décidé de venir vivre près de vous. N'est-ce pas merveilleux ?» Je vis le visage de Sophie passer de la surprise à la joie, puis à l'inquiétude. Elle me jeta un regard interrogateur, auquel je répondis par un haussement d'épaules impuissant. « Vivre ici? Mais, et ta maison à Bordeaux? » demanda Sophie. « Oh, c'est du passé tout ça, » répondit Marguerite d'un ton léger. « J'ai besoin de changement, de me rapprocher de ma famille. Vous êtes tout ce qui me reste, après tout. » Je vis Sophie fondre devant les paroles de sa mère. Je savais qu'elle avait toujours regretté la distance qui les séparait, mais de là à accueillir sa mère sous notre toit, sans préavis. « Bien sûr, maman, » dit Sophie d'une voix douce. « Tu es la bienvenue ici, n'est-ce pas, Pierre ?» Tous les regards se tournèrent vers moi. J'étais coincée. Comment pouvais-je exprimer mes réserves sans passer pour le méchant de l'histoire?
Je forçai un sourire sur mon visage. Bien sûr, répondis-je, la voix légèrement étranglée. C'est une surprise, mais nous sommes ravis de t'avoir parmi nous, Marguerite. Le sourire triomphant de ma belle-mère ne fit qu'accentuer mon malaise. Je sentais que quelque chose n'allait pas, que cette situation cachait plus qu'elle n'en laissait paraître. Mais pour l'instant, j'étais impuissant. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Sophie et Marguerite s'affairèrent à installer cette dernière dans la chambre d'amis, discutant avec animation des changements à apporter à la décoration. Je me contentais de hocher la tête quand on me demandait mon avis, trop sonné pour participer activement. Le soir venu, alors que nous nous préparions à nous coucher, je tentais d'aborder le sujet avec Sophie. « Chérie, commençai-je prudemment, tu ne trouves pas que c'est un peu précipité ? Ta mère qui débarque comme ça, sans prévenir. » Sophie soupira. « Je sais que c'est soudain, Pierre. Mais c'est ma mère. Elle a besoin de nous. On ne peut pas la laisser tomber. Mais on ne sait même pas pourquoi elle a quitté Bordeaux, insistai-je. Et si elle avait des problèmes ? Des dettes ? Pierre, s'exclama Sophie, choquée. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Ma mère n'est pas du genre à avoir des problèmes d'argent. Elle a probablement juste besoin de changement, comme elle l'a dit. Je voulus argumenter davantage, mais le regard de Sophie m'en dissuada. Je compris que, pour l'instant du moins, je devais accepter la situation. Cette nuit-là, je dormis mal. Les ronflements de Marguerite, audibles à travers le mur, ne faisaient qu'ajouter à mon inconfort. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce dimanche apparemment ordinaire avait marqué le début d'un bouleversement dans notre vie. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, je réalisai avec un frisson que le choc initial de l'arrivée de Marguerite n'était que le début. Un pressentiment me disait que les jours à venir allaient être bien plus difficiles que je ne pouvais l'imaginer. Allongé dans mon lit, écoutant la respiration paisible de Sophie à côté de moi et les bruits étouffés de Marguerite qui commençaient à s'activer dans la chambre d'Ax en grave côté, je me demandais comment notre vie allait changer. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce dimanche apparemment banal avait marqué le début d'un véritable cauchemar. Les jours qui suivirent l'arrivée impromptue de Marguerite furent marqués par une tension croissante au sein de notre foyer. Ce qui avait commencé comme une simple perturbation de notre routine quotidienne se transforma rapidement en un véritable cauchemar. Dès le lendemain de son installation, Marguerite commença à prendre ses marques dans notre maison d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je me réveillai ce lundi-là avec l'espoir naïf que les choses se tasseraient naturellement. Quelle erreur! En descendant pour prendre mon petit déjeuner, je fus accueilli par une scène surréaliste. Notre cuisine, habituellement ordonnée et paisible, ressemblait à un champ de bataille. Marguerite, vêtue d'un tablier fleuri que je ne reconnaissais pas, probablement sorti de l'une de ses nombreuses valises, s'affairait au fourneau. « Ah, Pierre !» s'exclama-t-elle en me voyant. « Vous tombez bien. J'ai préparé un vrai petit déjeuner français. Pas comme ces céréales insipides que vous mangez d'habitude. » Je restai bouche bée devant la table couverte de viennoiseries, de brouillés, de charcuterie et de fromage. L'odeur était certes alléchante, mais je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe d'agacement. Après tout, c'était ma cuisine, ma routine qu'elle bouleversait sans même demander mon avis. « Marguerite, commençai-je prudemment, c'est très gentil, mais vous n'aviez pas à vous donner tant de mal. Nous avons nos habitudes. » Elle me coupa net. « Allons, allons. Un peu de changement ne vous fera pas de mal. Et puis, maintenant que je suis là, autant que je me rende utile, n'est-ce pas ?» Je n'eus pas le cœur de lui dire que je préférais largement qu'elle ne se rende pas utile de cette façon. Sophie arriva à ce moment-là, les yeux encore embués de sommeil. « Maman, dit-elle, surprise. Tu as fait tout ça ? » « Bien sûr, ma chérie, répondit Marguerite avec un sourire satisfait. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de vous nourrir correctement. Je vis Sophie hésiter, partagée entre la gratitude et la gêne. Finalement, elle opta pour un sourire forcé. C'est très gentil, maman. Mais tu sais, on se débrouille bien d'habitude. Marguerite balaya l'objection d'un geste de la main. Non-sens. Vous travaillez trop tous les deux. Laissez-moi m'occuper de la maison.
Ce fut le début d'une prise de contrôle progressive de notre espace de vie. Au fil des jours, Marguerite s'appropria de plus en plus de terrain. Elle réorganisa nos placards, déplaça nos meubles, et alla même jusqu'à changer la disposition de notre salon. Un soir, en rentrant du travail, je fus stupéfait de découvrir que le fauteuil dans lequel j'aimais tant me détendre avait disparu, remplacé par une horrible bergère en velours vert que Marguerite avait dû dénicher je ne sais où. « Marguerite, dis-je, essayant de contenir mon irritation, où est passé mon fauteuil ?» Elle leva les yeux de son tricot, l'air innocent. « Oh, ce vieux truc ?» Je l'ai mis au grenier. Il était vraiment défraîchi, vous savez. Cette bergère est bien plus élégante, vous ne trouvez pas? Je serrai les poings, comptant mentalement jusqu'à 10 pour ne pas exploser. Ce vieux truc était mon fauteuil préféré. J'aimerais que vous me consultiez avant de faire de tels changements. Marguerite eut l'audace de paraître offensée. Mais enfin, Pierre, je ne fais que vous aider à améliorer votre intérieur. Cette maison avait bien besoin d'une touche féminine. Je faillis lui rappeler que sa fille, ma femme, était une femme et que notre maison reflétait parfaitement nos goûts à tous les deux. Mais je me retins, sachant que cela ne ferait qu'envenimer les choses. Les jours passèrent, et la situation ne fit qu'empirer. Marguerite critiquait constamment ma façon de vivre, depuis la manière dont je rangeais mes chaussures jusqu'à mon choix de programme télévisé. Vraiment, Pierre, me dit-elle un soir alors que je regardais un match de football, un homme de votre âge devrait avoir des centres d'intérêt plus intellectuels. Pourquoi ne lisez-vous pas un bon livre plus tôt? Je me contentais de grincer des dents et d'augmenter le volume de la télévision. Mais le pire était sans doute la façon dont elle s'immisçait dans ma relation avec Sophie. Elle avait toujours une remarque à faire, un conseil non sollicité à donner. « Sophie, ma chérie, l'entendis-je dire un jour, tu ne trouves pas que Pierre travaille trop? Un bon mari devrait passer plus de temps à la maison, tu ne crois pas ?» J'étais furieux, mais que pouvais-je dire? Chaque fois que j'essayais d'exprimer mon mécontentement à Sophie, elle me suppliait d'être patient. « Je sais que c'est difficile, me disait-elle, mais c'est ma mère. Elle a besoin de nous. Ça ne durera pas éternellement. » Mais combien de temps allais-je devoir supporter cette situation? Je me sentais de plus en plus étranger dans ma propre maison. Chaque jour apportait son lot de nouvelles surprises désagréables. Un matin, je découvris que Marguerite avait jeté ma collection de vieux vinyles, les jugeant poussiéreux et inutiles. Un autre jour, elle remplaça tous nos produits d'entretien écologique par des détergents industriels, prétextant qu'ils étaient plus efficaces. La tension atteignit son paroxysme lors d'un dîner particulièrement pénible. Marguerite avait invité des amis à elle, sans même nous consulter. Je rentrais du travail pour trouver notre salle à manger envahie par des inconnus, tous pendus aux lèvres de ma belle-mère qui racontait des anecdotes embarrassantes sur notre couple. « Et vous savez, disait-elle en riant, Pierre ne sait même pas faire cuire un œuf. Heureusement que je suis là maintenant pour veiller sur eux. » Je sentis la moutarde me monter au nez. J'étais sur le point d'exploser quand Sophie me prit la main sous la table, me suppliant silencieusement de garder mon calme. Cette nuit-là, incapable de dormir, je sortis prendre l'air dans notre jardin. En contemplant les étoiles, je me demandais comment nous en étions arrivés là. Comment notre vie paisible avait-elle pu basculer si rapidement dans ce chaos? Je réalisais avec effroi que je commençais à redouter de rentrer chez moi le soir. Notre maison, autrefois un havre de paix, était devenue un champ de bataille où je me sentais constamment sur la défensive. Le pire dans tout ça, c'était de voir Sophie tirailler entre son amour pour sa mère et sa loyauté envers moi. Je voyais bien qu'elle souffrait de la situation, mais elle semblait incapable de confronter sa mère. Un soir, alors que nous étions seuls dans notre chambre, j'essayai une dernière fois de lui faire entendre raison. « Sophie, dis-je doucement, ça ne peut pas continuer comme ça. Ta mère est en train de prendre le contrôle de notre vie. Ne le vois-tu pas ?» Elle soupira, les larmes aux yeux. « Je sais que c'est difficile, Pierre. Mais que veux-tu que je fasse? C'est ma mère. Je ne peux pas la mettre à la porte. » « Personne ne te demande de la mettre à la porte, répondis-je, frustré. Mais il faut lui fixer des limites. Lui faire comprendre que c'est notre maison, notre vie. » Sophie hocha la tête, mais je vis dans ses yeux qu'elle n'était pas prête à affronter sa mère. Je me sentis plus seule que jamais.
Les jours continuèrent à défiler, chacun apportant son lot de nouvelles tensions et de conflits larvés. Je me sentais de plus en plus comme un étranger dans ma propre maison, incapable de trouver ma place dans ce nouvel ordre établi par Marguerite. Chaque matin, en me réveillant, je me demandais quelle nouvelle surprise désagréable m'attendait. Quelle partie de ma vie Marguerite allait-elle bouleverser aujourd'hui? Quel aspect de mon existence allait-elle critiquer ou tenter de changer? La situation devenait intenable, et je savais que quelque chose devait changer. Mais j'étais loin d'imaginer à quel point les choses allaient empirer, et à quelle vitesse. La tension qui régnait dans notre maison depuis l'arrivée de Marguerite avait atteint un point critique. Chaque jour était devenu une épreuve, un exercice d'équilibriste entre le désir de préserver la paix et celui de défendre mon territoire. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait se passer ce matin-là. C'était un jeudi, je m'en souviens comme si c'était hier. Sophie était partie tôt au travail, me laissant seule avec Marguerite. J'avais pris un jour de congé, espérant naïvement pouvoir profiter d'un peu de tranquillité dans ma propre maison. Quelle erreur! Je descendis prendre mon petit déjeuner, m'attendant à trouver Marguerite en train de s'affairer dans la cuisine comme à son habitude. Mais la pièce était vide. Un silence inhabituel régnait dans la maison. Intriguée, je me préparai un café, savourant ces moments de calme inespérés. C'est alors que j'entendis des bruits provenant du salon. Je m'y dirigeai, ma tasse à la main, et ce que je vis me figea sur place. Marguerite était là, entourée de cartons et de valises. Elle rangeait méthodiquement mes affaires, les empilant soigneusement dans les boîtes. « Marguerite, dis-je, la voix tremblante de colère contenue, que faites-vous exactement ?» Elle leva les yeux vers moi, son visage affichant une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Froide, déterminée, presque menaçante. « Ah, Pierre, dit-elle d'une voix étrangement calme. Je fais ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Je mets de l'ordre dans cette maison. » Je posai ma tasse sur la table basse, craignant de la laisser tomber tant mes mains tremblaient. Mettre de l'ordre? En emballant mes affaires? Je ne comprends pas. Marguerite se redressa, me toisant de toute sa hauteur. C'est pourtant simple, Pierre. Cette maison n'est plus la vôtre. Je veux que vous partiez d'ici la fin de la semaine. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing en plein estomac. Je restai là, bouche bée, incapable de comprendre ce qui se passait. Était-ce une blague? Un cauchemar dont j'allais bientôt me réveiller? Vous plaisantez, n'est-ce pas, balbutiai-je. C'est ma maison, Marguerite. La maison de Sophie et moi. Vous n'avez aucun droit de me demander de partir. Elle eut un rire sec, dénué d'humour. Oh, Pierre. Vous êtes si naïf. Les choses ont changé. Cette maison n'est plus la vôtre, croyez-moi. Je sentis la colère monter en moi, balayant la confusion initiale. Qu'est-ce que vous racontez? Sophie et moi avons acheté cette maison ensemble. Vous n'avez aucune autorité ici. Marguerite s'approcha de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son souffle sur ma joue lorsqu'elle murmura, « Vous croyez ça? Vous pensez vraiment connaître tous les détails de votre vie, Pierre? Il y a tant de choses que vous ignorez. » Je reculai, déstabilisé par son attitude. Jamais je n'avais vu ma belle-mère ainsi. Où était passée la femme exaspérante mais inoffensive des dernières semaines? Cette Marguerite-là était une étrangère, menaçante et impitoyable. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, la voix rauque. « Quelle chose j'ignore ?» Elle se détourna, reprenant son rangement comme si de rien n'était. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous n'êtes plus le bienvenu ici. Je vous laisse jusqu'à dimanche pour faire vos bagages et trouver un autre endroit où vivre. » J'étais abasourdie. Comment pouvait-elle penser avoir le pouvoir de me chasser de ma propre maison? Et Sophie? Était-elle au courant de tout cela? Sophie ne laissera jamais faire ça, dis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais réellement. Marguerite eut un sourire condescendant. Ma fille comprendra. Elle a toujours su où étaient ses véritables priorités. Ces mots me glacèrent le sang. Que voulait-elle dire? Sophie était-elle impliquée dans cette folie? Non, c'était impossible. Ma femme ne me ferait jamais ça.
Je ne partirai pas, déclarai-je fermement. C'est ma maison, et vous n'avez aucun droit de me demander de partir. Marguerite se tourna vers moi, son visage dur comme la pierre. Oh, mais je ne vous le demande pas, Pierre. Je vous l'ordonne. Et croyez-moi, vous n'avez pas le choix. Je sentis la panique monter en moi. Cette situation était surréaliste. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer à ce point? Il y a quelques semaines à peine, nous étions une famille heureuse, Sophie et moi. Et maintenant, ma belle-mère me menaçait de me jeter à la rue? Vous êtes folle, murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. Elle ne réagit pas à l'insulte, continuant imperturbablement à ranger mes affaires. Pensez ce que vous voulez, Pierre. Mais les faits sont là. Cette maison n'est plus la vôtre, et plus vite vous l'accepterez, mieux ce sera pour tout le monde. Je sortis mon téléphone de ma poche, les mains tremblantes. Je vais appeler Sophie. Elle mettra fin à cette folie. Marguerite haussa les épaules. Faites donc. Mais ne soyez pas surpris si sa réaction n'est pas celle que vous espérez. Ces mots firent naître un doute terrible en moi. Et si Sophie était vraiment impliquée dans tout ça? Non, c'était impossible. Ma femme m'aimait, elle ne me ferait jamais une chose pareille. Je composai le numéro de Sophie, mon cœur battant la chamade. La tonalité résonna une fois, 2 fois, 3 fois. Puis la messagerie. Je raccrochai, frustré. Elle doit être en réunion, dis-je, plus pour me rassurer que pour informer Marguerite. Ma belle-mère ne répondit pas, continuant méthodiquement à emballer mes affaires. Je restais là, impuissant, ne sachant que faire. Devais-je appeler la police? Mais pour dire quoi? Que ma belle-mère essayait de me mettre à la porte de ma propre maison? Cela semblait tellement absurde. Les heures qui suivirent furent un cauchemar éveillé. J'essayai à plusieurs reprises de joindre Sophie, en vain. Marguerite, quant à elle, continuait son travail implacable, vidant progressivement la maison de toute trace de ma présence. En fin d'après-midi, épuisé et désemparé, je m'assis sur les marches de l'escalier, observant ma vie être systématiquement emballée et mise de côté. Comment en étions-nous arrivés là? Que avais-je fait pour mériter un tel traitement? C'est alors que j'entendis la clé tourner dans la serrure. Sophie rentrait enfin. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Enfin, j'allais pouvoir mettre fin à cette folie. Mais lorsque Sophie entra et vit la scène, les cartons, sa mère, moi assis sur les marches, son visage ne trahit aucune surprise. Au contraire, elle semblait résignée. Sophie, commençai-je, la voix tremblante, tu ne vas pas croire ce qui se passe. Ta mère essaie de me mettre à la porte. Dis-lui que c'est de la folie. Sophie évita mon regard, fixant un point invisible sur le mur. Pierre, dit-elle doucement, nous devons parler. Ces mots, prononcés avec tant de tristesse et de finalité, me glacèrent le sang. Soudain, je compris que ma vie telle que je la connaissais était sur le point de s'effondrer. Et je n'avais aucune idée de comment l'empêcher. Les jours qui suivirent l'ultimatum de Marguerite furent les plus difficiles de ma vie. Sophie avait refusé de s'expliquer davantage ce soir-là, prétextant qu'elle avait besoin de temps. Je me retrouvais donc dans un état de limbe, incertain de mon avenir, de ma place dans ma propre maison, et même de la solidité de mon mariage. Mais je n'étais pas du genre à rester les bras croisés face à l'adversité. Si personne ne voulait me donner des réponses, j'allais les chercher moi-même. C'est ainsi que je commençai mon enquête, déterminé à comprendre ce qui se tramait réellement dans les coulisses de ma propre famille. Ma première démarche fut de fouiller discrètement dans les affaires de Sophie et de Marguerite. Je n'étais pas fière de recourir à de telles méthodes, mais je sentais que je n'avais pas le choix. J'attendis que les 2 femmes soient sorties pour faire des courses, puis je me mis au travail. Je commençai par le bureau de Sophie, cherchant des indices dans ses papiers, ses dossiers, son ordinateur. Au début, je ne trouvais rien d'inhabituel. Des factures, des relevés bancaires, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Mais alors que j'allais abandonner, un document attira mon attention. C'était une lettre d'un notaire, datée de quelques semaines avant l'arrivée de Marguerite. Je la lus rapidement, mon cœur battant la chamade. La lettre faisait référence à un « transfert de propriété » et mentionnait notre adresse.
Je ne comprenais pas tous les termes juridiques, mais une chose était claire, quelque chose se tramait concernant la propriété de notre maison. Intrigué et inquiet, je poursuivis mes recherches. Dans la chambre d'amis occupée par Marguerite, je trouvai une liasse de documents soigneusement cachés sous une pile de vêtements. Des relevés bancaires, des lettres de créanciers, des avis d'huissier. Tout indiquait que Marguerite était dans une situation financière désastreuse. Ces découvertes, loin de m'éclairer, ne faisaient qu'épaissir le mystère. Quel lien y avait-il entre les problèmes financiers de Marguerite et le transfert de propriété de notre maison? Et surtout, quel rôle Sophie jouait-elle dans tout cela? Déterminée à en savoir plus, je décidai d'écouter discrètement les conversations entre Sophie et sa mère. Je savais que c'était moralement discutable, mais j'avais le sentiment que ma vie entière était en jeu. Un soir, alors que je faisais semblant de travailler dans notre chambre, j'entendis Sophie et Marguerite parler à voix basse dans la cuisine. Je m'approchai silencieusement de la porte, tendant l'oreille. « Maman, disait Sophie, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Pierre ne mérite pas ça. » « Ma chérie, répondit Marguerite d'un ton ferme, nous n'avons pas le choix. C'est la seule façon de nous en sortir. Pense à l'avenir, à ta sécurité. Mais lui mentir ainsi. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Il le faut, Sophie. Pour notre bien à toutes les deux. J'étais abasourdie. De quoi parlait-elle? Quel mensonge? Quelle sécurité? Plus j'en apprenais, moins je comprenais. Les jours suivants, je redoublai d'efforts dans mon enquête. Je suivis Sophie discrètement lorsqu'elle sortait, espérant découvrir où elle allait et qui elle rencontrait. Je fouillai dans son téléphone pendant qu'elle dormait, cherchant des messages ou des appels suspects. Un jour, je tombai sur un échange de messages entre Sophie et un certain Laurent. Le contenu était cryptique, mais il était question d'une transaction et de papiers à signer. Mon cœur se serra. Sophie me trompait-elle? Était-ce la raison de tout ce mystère? Mais plus j'enquêtais, plus je réalisais que la vérité était probablement bien plus complexe qu'une simple infidélité. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus sombre qui se tramait. Je décidai de pousser mes investigations plus loin. Un après-midi, prétextant un rendez-vous chez le médecin, je me rendis à la mairie pour consulter les registres de propriété. Ce que j'y découvris me glaça le sang. Notre maison, que nous avions achetée ensemble Sophie et moi il y a 5 ans, n'était plus à notre nom. Elle avait été transférée à une société dont je n'avais jamais entendu parler. De retour à la maison, j'étais dans un état second. Toutes ces découvertes tournaient dans ma tête, formant un puzzle dont il me manquait encore de nombreuses pièces. Je savais que Sophie et Marguerite me cachaient quelque chose d'énorme, quelque chose qui impliquait notre maison, de l'argent, et peut-être même des activités illégales. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me levai et descendis dans le salon. La maison était silencieuse, Sophie et Marguerite dormaient profondément. Je m'assis dans mon fauteuil, celui que Marguerite n'avait pas réussi à jeter, et je réfléchis à ma situation. J'étais tiraillée entre la colère, la peur et la tristesse. Comment en étions-nous arrivés là? Comment la femme que j'aimais, avec qui je partageais ma vie depuis des années, pouvait-elle me cacher de tels secrets? Et Marguerite, malgré son comportement odieux, que cherchait-elle vraiment à accomplir? Je savais que je touchais au but, que j'étais sur le point de découvrir la vérité. Mais une part de moi avait peur de ce que j'allais trouver. La vérité allait-elle détruire définitivement mon mariage, ma vie telle que je la connaissais? Le lendemain matin, je pris une décision. J'allais confronter Sophie et Marguerite, leur faire part de mes découvertes et exiger des explications. Mais avant cela, je voulais avoir toutes les cartes en main. Je me rendis au bureau de l'avocat mentionné dans la lettre que j'avais trouvée. Prétextant être là pour le compte de Sophie, je réussis à obtenir une copie du dossier concernant notre maison. Ce que j'y lui confirma mes pires craintes. Sophie avait effectivement transféré la propriété de notre maison à une société écran, apparemment pour échapper à des créanciers. Mais pourquoi? D'où venaient ces dettes? Et quel rôle Marguerite jouait-elle dans tout cela? De retour à la maison, je trouvai Sophie et Marguerite dans la cuisine, en grande conversation. Elles se turent brusquement en me voyant entrer, leur visage trahissant leur culpabilité.
Il faut qu'on parle, dis-je d'une voix que je voulais ferme malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Sophie pâlit, échangeant un regard paniqué avec sa mère. Marguerite, quant à elle, garda son calme habituel. « De quoi voulez-vous parler, Pierre ?» demanda-t-elle d'un ton faussement innocent. Je posai sur la table les documents que j'avais récupérés chez l'avocat. « De ceci, dis-je. De notre maison qui n'est plus à nous. Des dettes que vous semblez avoir, Marguerite. De tous les mensonges que vous me cachez depuis des semaines. » Sophie éclata en sanglots, s'effondrant sur une chaise. Marguerite, elle, me fixa d'un regard dur. « Vous n'auriez jamais dû fouiner, Pierre, dit-elle froidement. Certaines choses auraient dû rester cachées. J'étais sur le point de découvrir la vérité, une vérité qui allait sans doute changer ma vie à jamais. Mais j'étais prêt. Quoi qu'il arrive, je devais savoir. Je veux toute la vérité, dis-je, ma voix ne tremblant plus. Maintenant. Le silence qui suivit ma demande était assourdissant. Sophie, toujours en larmes, fixait le sol, incapable de me regarder dans les yeux. Marguerite, quant à elle, me dévisageait avec un mélange de colère et de résignation. Je savais que j'étais sur le point de découvrir une vérité qui allait tout changer, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait suivre. Très bien, dit finalement Marguerite, sa voix tranchante comme une lame. Vous voulez la vérité, Pierre ? La voici. Elle se leva et se dirigea vers le buffet du salon. J'entendis le bruit d'un tiroir qu'on ouvre, puis elle revint, tenant une liasse de documents qu'elle jeta sur la table devant moi. Lisez, ordonna-t-elle. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je saisis les papiers. Au fur et à mesure que je lisais, je sentais mon monde s'effondrer autour de moi. Ces documents révélaient une histoire que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y avait des relevés bancaires montrant d'énormes transferts d'argent, des contrats avec des noms que je ne connaissais pas, et pire encore, des lettres de menaces adressées à Sophie et Marguerite. Mais ce qui me glaça le sang, ce fut un document en particulier, un acte de propriété de notre maison, daté d'il y a 3 ans, au nom d'une société appelée Investement Sécurisé S.A. Je ne comprends pas, balbutiai-je, levant les yeux vers Sophie et Marguerite. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Sophie sanglota de plus belle, mais Marguerite prit la parole, sa voix dure et sans émotion. Il y a 3 ans, commença-t-elle, j'ai fait une terrible erreur. J'ai investi toutes mes économies, et une grande partie de l'héritage de Sophie, dans ce qui s'est avéré être une escroquerie. Un homme d'affaires charismatique, Laurent Dubois, m'avait promis des rendements extraordinaires. J'ai été naïve, j'ai voulu croire que je pouvais assurer un avenir confortable pour ma fille. Je me tournai vers Sophie, incrédule. Tu étais au courant de tout ça ? Elle hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes. Marguerite continua, quand nous avons réalisé que tout était une arnaque, il était trop tard. Non seulement nous avions perdu tout notre argent, mais nous nous sommes retrouvés endettés jusqu'au cou. Laurent avait disparu avec l'argent, nous laissant faire face à des créanciers furieux et des investisseurs escroqués. Je commençais à comprendre, mais cela n'expliquait pas tout. Mais notre maison ? Pourquoi l'impliquer là-dedans ? Ce fut Sophie qui répondit, sa voix à peine audible. Nous n'avions pas le choix, Pierre. Les créanciers menaçaient de tout nous prendre. Nous avons transféré la propriété de la maison à une société écran pour la protéger. Je suis tellement désolée. La colère montait en moi, mêlée à un sentiment de trahison profonde. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? J'aurais pu aider, nous aurions pu trouver une solution ensemble. Nous avions peur, admit Marguerite. Peur que vous ne compreniez pas, peur que vous nous abandonniez. Et puis, il y avait les menaces. Les menaces, répétai-je, confus. Sophie prit une profonde inspiration avant de continuer. Certains des investisseurs que maman avait impliqués dans cette affaire, ils n'étaient pas des gens ordinaires, Pierre. Ils avaient des connexions, des moyens de pression. Ils ont menacé de s'en prendre à nous, à toi, si nous ne remboursions pas. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Soudain, toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le comportement étrange de Sophie ces derniers mois, l'arrivée soudaine de Marguerite, les conversations à voix basse, les regards inquiets. Mais pourquoi vouloir me chasser de la maison, demandai-je, toujours incapable de comprendre cette partie de l'histoire.
Marguerite soupira. C'était mon idée. Je pensais que si vous partiez, nous pourrions vendre la maison discrètement, rembourser une partie des dettes, et peut-être négocier avec les créanciers pour le reste. Je ne voulais pas que vous soyez impliqués dans tout ça. Je restais silencieux pendant un long moment, essayant d'assimiler toutes ces informations. Ma femme et ma belle-mère avaient menti, manipulé, et même envisagé de me chasser de ma propre maison. Mais en même temps, je comprenais qu'elles avaient agi par peur, acculées par des circonstances qui les dépassaient. Et maintenant, demandai-je finalement. Quel est votre plan ? Sophie et Marguerite échangèrent un regard. Nous n'en avons pas vraiment, admit Sophie. Nous essayons juste de gagner du temps, d'éviter le pire. Je me levai et commençai à faire les 100 pas dans la pièce, mon esprit tournant à plein régime. Malgré ma colère et ma déception, je ne pouvais pas abandonner ma famille. Nous étions dans cette situation ensemble, que je le veuille ou non. Très bien, dis-je finalement. Voici ce que nous allons faire. D'abord, plus de mensonges. Plus de secrets. Nous affrontons cela ensemble, en famille. Ensuite, nous allons consulter un avocat, un vrai, pas un de ces escrocs qui vous ont conseillé de transférer la maison. Nous devons savoir exactement où nous en sommes légalement. Sophie leva les yeux vers moi, un mélange d'espoir et d'incrédulité sur son visage. Tu veux toujours nous aider ? Après tout ce que nous avons fait ? Je m'approchai d'elle et pris ses mains dans les miennes. Sophie, tu es ma femme. Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens ? Ce n'est certainement pas le meilleur moment de notre vie, mais nous traverserons cela ensemble. Marguerite nous observait, les larmes aux yeux. Pierre, je ne sais pas quoi dire. J'ai été horrible avec vous, j'ai essayé de vous chasser de votre propre maison. Comment pouvez-vous être si compréhensif ? Je me tournai vers elle, mon visage sérieux. Ne vous méprenez pas, Marguerite. Je suis en colère, profondément blessée par vos actions à toutes les deux. Mais vous êtes la famille de Sophie, ce qui fait de vous ma famille aussi. Nous allons régler ce problème, mais ensuite, il faudra reconstruire la confiance. Cela prendra du temps. Les jours qui suivirent furent intenses. Nous avons rencontré des avocats, des conseillers financiers, et même un détective privé pour essayer de retrouver la trace de Laurent Dubois, l'homme à l'origine de toute cette affaire. Petit à petit, nous avons commencé à démêler les chevaux complexes des dettes et des menaces. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de découragement, des disputes, des nuits blanches à se demander si nous allions nous en sortir. Mais au fil des semaines, je réalisais que cette épreuve, aussi difficile soit-elle, nous rapprochait d'une certaine manière. Sophie et moi réapprenions à nous faire confiance, à communiquer ouvertement. Même Marguerite, malgré nos débuts difficiles, montrait un visage plus humble, plus reconnaissant. Un soir, alors que nous étions tous les trois assis dans le salon, épuisés après une longue journée de réunion avec nos avocats, Sophie prit ma main. « Pierre, dit-elle doucement, je sais que je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais je suis vraiment désolée pour tout ça. Je ne sais pas comment j'ai pu penser que te cacher la vérité était une bonne idée. » Je serrai sa main en retour. L'important, c'est que maintenant, nous sommes ensemble dans cette bataille. Nous allons nous en sortir, j'en suis sûre. Marguerite nous observait, un petit sourire aux lèvres. Vous savez, dit-elle, malgré toute cette histoire horrible, je suis reconnaissante pour une chose. J'ai enfin compris quel homme merveilleux ma fille a épousé. Je ne pus m'empêcher de sourire. Notre chemin vers la résolution de cette crise était encore long, mais pour la première fois depuis des semaines, je sentais un véritable espoir. Nous étions une famille, avec tous nos défauts et nos erreurs, mais une famille unie face à l'adversité. Cette nuit-là, en me couchant aux côtés de Sophie, je réalisais que parfois, c'est dans les moments les plus sombres que l'on découvre la vraie force des liens qui nous unissent. Les semaines qui suivirent la révélation de la vérité furent intenses et éprouvantes. Chaque jour apportait son lot de défis, de discussions houleuses et de décisions difficiles à prendre. Mais malgré tout, nous avancions, pas à pas, vers ce que nous espérions être une résolution. Ce matin-là, je me réveillais avec une détermination renouvelée. Nous avions rendez-vous avec notre avocat, Maître Dupont, pour discuter de notre stratégie face aux créanciers. Sophie était déjà debout, préparant le petit déjeuner dans la cuisine.
L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la maison. Bonjour, dis-je en entrant dans la cuisine. Sophie se retourna, un faible sourire aux lèvres. Bonjour, Pierre. Bien dormi? Je haussai les épaules. Aussi bien que possible, étant donné les circonstances. Marguerite nous rejoignit peu après, l'air fatigué mais déterminé. Nous prîmes notre petit déjeuner en silence, chacun perdu dans ses pensées, anticipant la journée difficile qui nous attendait. Arrivés au cabinet de Maître Dupont, nous fûmes immédiatement conduits dans son bureau. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années au visage sérieux, nous accueillit avec un hochement de tête. Bonjour à tous, dit-il en nous invitant à nous asseoir. J'ai examiné en détail tous les documents que vous m'avez fournis. La situation est complexe, mais pas désespérée. Je sentis Sophie se raidir à côté de moi. Je pris sa main dans la mienne, lui offrant un soutien silencieux. Que proposez-vous? Demanda Marguerite, allant droit au but. Maître Dupont ouvrit un dossier devant lui. Voici mon analyse. Premièrement, le transfert de la propriété de la maison à une société écran est légalement discutable. Nous pourrions être accusés de fraude si cela venait à être découvert. Je suggère que nous prenions les devants et que nous annulions ce transfert immédiatement. Je hochai la tête, soulagé. L'idée que notre maison ne nous appartienne plus m'avait hanté depuis des semaines. Deuxièmement, poursuivit l'avocat, concernant les dettes envers les créanciers, j'ai une proposition. Nous allons négocier un plan de remboursement échelonné. Cela ne sera pas facile, mais c'est notre meilleure option pour éviter la faillite. Et pour les menaces, demandai-je, pensant aux lettres d'intimidation que Sophie et Marguerite avaient reçues. Le visage de Maître Dupont s'assombrit. C'est là que les choses se compliquent. Ces investisseurs dont vous m'avez parlé semblent avoir des connexions dans le milieu criminel. Nous devons être très prudents. Je suggère que nous contactions la police, mais discrètement, pour ne pas les alerter. Sophie serra ma main plus fort. Je savais qu'elle avait peur, nous avions tous peur. Mais nous n'avions pas le choix. D'accord, dis-je. Que devons-nous faire maintenant? Pour commencer, répondit Maître Dupont, nous allons rédiger une lettre à tous les créanciers, leur expliquant la situation et proposant un plan de remboursement. Ensuite, nous allons annuler le transfert de propriété de la maison. Et enfin, je vais prendre contact avec un inspecteur de police de confiance pour discuter des menaces. Nous passâmes les heures suivantes à travailler sur ces différents points. L'atmosphère était tendue, mais pour la première fois depuis des semaines, j'avais le sentiment que nous avancions dans la bonne direction. En fin d'après-midi, alors que nous nous apprêtions à partir, Maître Dupont nous retint. Il y a une dernière chose dont nous devons parler, dit-il, l'air grave. Laurent Dubois, l'homme qui est à l'origine de toute cette affaire. Marguerite se raidit à la mention de ce nom. Qu'en est-il? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'ai fait quelques recherches, expliqua l'avocat. Il semble que Monsieur Dubois ait un passé trouble. Il a déjà été impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie, mais a toujours réussi à s'en sortir. Cependant, cette fois-ci, il semble avoir disparu dans la nature. Que suggérez-vous? Demandai-je. Je pense que nous devrions engager un détective privé pour le retrouver. S'il est appréhendé, cela pourrait grandement nous aider à résoudre cette situation. Nous acquiesçâmes tous, conscients que c'était peut-être notre meilleure chance de nous en sortir. En sortant du cabinet, l'air frais de la fin d'après-midi nous frappa au visage. Nous étions tous épuisés, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais une lueur d'espoir. Que diriez-vous d'aller prendre un verre? Proposai-je. Je crois que nous l'avons bien mérité. Sophie et Marguerite acceptèrent avec gratitude. Nous nous rendîmes dans un petit café non loin de là, nous installant à une table en terrasse. Alors que nous attendions nos boissons, je regardais Sophie et Marguerite. Malgré la fatigue évidente sur leurs visages, je pouvais voir une détermination nouvelle dans leurs yeux. Nous étions ensemble dans cette épreuve, unis comme jamais auparavant. Je suis fier de vous, dis-je doucement. De nous. Nous affrontons cela ensemble, et nous allons nous en sortir. Sophie me sourit, les larmes aux yeux. Merci, Pierre. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Marguerite hocha la tête. Je dois admettre, Pierre,
que je vous ai mal jugé au début. Vous êtes un homme bon, et je suis heureuse que ma fille vous ait choisi. » Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais l'admettre. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les mensonges et les manipulations, nous étions en train de forger des liens plus forts que jamais. Nos boissons arrivèrent, et je levai mon verre. « À nous, dis-je. À notre famille, et à notre avenir. » Nous trinquâmes, un moment de légèreté dans la tempête que nous traversions. Le lendemain matin, nous nous mîmes au travail. Sophie et moi prîmes un jour de congé pour nous consacrer pleinement à notre plan d'action. Marguerite, quant à elle, se chargea de contacter le détective privé recommandé par Maître Dupont. La journée fut longue et éprouvante. Nous passâmes des heures au téléphone avec les créanciers, expliquant notre situation et négociant des plans de remboursement. Certains se montrèrent compréhensifs, d'autres moins. Mais petit à petit, nous avancions. En fin d'après-midi, alors que nous étions tous les trois assis autour de la table de la cuisine, entourés de papier et de tasses de café vides, le téléphone sonna. C'était Maître Dupont. « J'ai des nouvelles » annonça-t-il dès que je décrochai. « La police a accepté d'ouvrir une enquête discrète sur les menaces que vous avez reçues. De plus, le détective privé a une piste sérieuse concernant Laurent Dubois. » Je mis le téléphone sur haut-parleur pour que Sophie et Marguerite puissent entendre. Un mélange d'excitation et d'appréhension était palpable dans la pièce. « Quelle piste ?» demanda Marguerite, la voix tremblante. « Il semblerait que M. Dubois ait été aperçu récemment dans le sud de la France, » expliqua Maître Dupont. « Le détective pense pouvoir le localiser dans les prochains jours. » Après avoir raccroché, nous restâmes silencieux pendant un long moment, assimilant ces nouvelles. C'était à la fois effrayant et encourageant. Nous avancions, mais chaque pas nous rapprochait d'une confrontation que nous redoutions tous. « Que se passera-t-il si on le retrouve ?» demanda finalement Sophie. Je pris une profonde inspiration. « Nous ferons ce qui est juste. Nous le dénoncerons à la police et nous témoignerons contre lui. C'est la seule façon de mettre fin à tout cela. » Marguerite hocha la tête, l'air déterminé. « Vous avez raison. Il est temps que je prenne mes responsabilités et que j'affronte les conséquences de mes actes. » Je regardai ces deux femmes, ma femme et ma belle-mère, et je sentis une vague de fierté m'envahir. Malgré leurs erreurs passées, elles faisaient preuve d'un courage remarquable. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, Sophie me prit dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'être resté, de nous avoir soutenus malgré tout. » Je l'embrassai doucement. « C'est ce que fait une famille, » répondis-je simplement. Alors que je m'endormais, je réalisais que malgré toutes les difficultés qui nous attendaient encore, j'étais reconnaissant. Cette épreuve, aussi terrible soit-elle, nous avait rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Nous étions plus forts ensemble, et quoi qu'il arrive, nous l'affronterions en famille. Les jours qui suivirent furent une véritable montagne russe émotionnelle. Chaque matin, nous nous réveillions avec l'espoir que ce serait le jour où tout se résoudrait, et chaque soir, nous nous couchions épuisés mais déterminés à continuer notre combat. C'est un mardi matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner en silence, que le téléphone sonna. C'était le détective privé que nous avions engagé pour retrouver Laurent Dubois. « Nous l'avons localisé », annonça-t-il sans préambule. « Il se cache dans une petite ville près de Nice. » Je sentis mon cœur s'accélérer. Sophie et Marguerite me regardaient avec un mélange d'espoir et de peur dans les yeux. « Que devons-nous faire maintenant ?» demandai-je, la gorge serrée. « J'ai déjà contacté la police locale », répondit le détective. « Ils sont en train de préparer une opération pour l'arrêter. Mais ils ont besoin de votre témoignage pour consolider le dossier. » Après avoir raccroché, nous restâmes silencieux pendant un long moment. C'était le moment que nous attendions depuis des semaines, mais maintenant qu'il était arrivé, nous étions terrifiés. « Je dois y aller », dit finalement Marguerite, brisant le silence. « C'est moi qui ai fait confiance à cet homme, c'est à moi de témoigner contre lui. » Sophie secoua la tête. « Non, maman. Nous irons tous les trois. Nous sommes une famille, nous affronterons cela ensemble. » Je regardai ma femme avec fierté. Malgré tout ce que nous avions traversé, elle faisait preuve d'une force remarquable. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs.
Nous avons rencontré Maître Dupont pour préparer nos témoignages, nous avons pris des dispositions pour notre absence au travail, et nous avons même dû expliquer la situation à nos voisins pour qu'ils gardent un œil sur notre maison. Le jour de notre départ pour Nice arriva plus vite que nous ne l'aurions cru. Dans l'avion, je tenais la main de Sophie, sentant sa nervosité à travers ses doigts tremblants. Marguerite, assise de l'autre côté de l'allée, regardait par le hublot, perdue dans ses pensées. À notre arrivée, nous fûmes immédiatement conduits au commissariat local. L'inspecteur en charge de l'affaire nous accueillit avec un air grave. « Nous allons procéder à l'arrestation ce soir », nous informa-t-il. « Mais je dois vous prévenir, Monsieur Dubois ne se laissera probablement pas faire sans résistance. » Ces mots firent naître une boule d'angoisse dans mon estomac. Que se passerait-il si quelque chose tournait mal? Les heures qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Nous attendions dans une petite salle du commissariat, sursautant à chaque bruit, à chaque porte qui s'ouvrait. Sophie ne lâchait pas ma main, et même Marguerite semblait avoir perdu de sa superbe habituelle. Enfin, après ce qui nous sembla une éternité, l'inspecteur revint, l'air fatigué mais satisfait. « Nous l'avons », annonça-t-il simplement. Un mélange de soulagement et d'appréhension nous envahit. C'était fini, mais en même temps, tout ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon d'interrogatoires, de dépositions et de réunions avec les avocats. Laurent Dubois, confronté aux preuves accablantes contre lui, finit par avouer son escroquerie. Il révéla même l'existence d'autres victimes dont nous n'avions pas connaissance. C'est lors d'une de ces longues journées au tribunal que l'inattendu se produisit. Alors que nous attendions dans le couloir pour notre prochaine déposition, Marguerite s'effondra soudainement en larmes. « Je suis tellement désolée », sanglota-t-elle. « Tout est de ma faute. J'ai été si stupide, si naïve. J'ai mis en danger notre famille, notre avenir. Je ne me le pardonnerai jamais. » Sophie et moi échangeâmes un regard surpris. C'était la première fois que nous voyions Marguerite aussi vulnérable, aussi humaine. Je m'agenouillai devant elle, prenant ses mains dans les miennes. « Marguerite, dis-je doucement, vous avez fait une erreur, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas la seule responsable. Cet homme était un escroc professionnel, il a trompé beaucoup de gens. » Sophie s'assit à côté de sa mère, la prenant dans ses bras. « Maman, nous te pardonnons. Nous sommes une famille, et les familles se soutiennent dans les moments difficiles. » Ce moment de vulnérabilité et de pardon marqua un tournant dans notre relation. Pour la première fois, je vis Marguerite non pas comme ma belle-mère autoritaire et manipulatrice, mais comme une femme qui avait fait une erreur et qui en payait le prix fort. Les semaines qui suivirent furent difficiles, mais nous les traversâmes ensemble. Le procès de Laurent Dubois se termina par sa condamnation à une lourde peine de prison. Quant à nous, nous commençâmes le long processus de remboursement de nos dettes et de reconstruction de notre vie. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des disputes, des nuits blanches à se demander si nous y arriverions. Mais petit à petit, les choses commencèrent à s'améliorer. Un soir, alors que nous étions tous les trois assis dans le salon, Marguerite prit la parole. « Je pense qu'il est temps pour moi de rentrer à Bordeaux », dit-elle doucement. Sophie et moi échangeâmes un regard surpris. « Tu es sûre, maman ?» demanda Sophie. « Tu sais que tu es la bienvenue ici aussi longtemps que tu le souhaites. » Marguerite sourit, un vrai sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. « Je sais, ma chérie. Et je vous en suis reconnaissante. Mais il est temps pour moi de reprendre ma vie en main, de faire face à mes responsabilités. » Je me surpris à ressentir un pincement au cœur à l'idée de son départ. Malgré tout ce qui s'était passé, Marguerite était devenue une partie intégrante de notre famille. « Vous allez nous manquer », dis-je sincèrement. Elle me regarda avec gratitude. « Vous aussi, Pierre. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes un homme bon, et je suis heureuse que ma fille vous ait choisi. » Le jour du départ de Marguerite arriva trop vite. Alors que nous l'accompagnions à la gare, je réalisais à quel point notre vie avait changé en si peu de temps. Nous avions traversé l'enfer, mais nous en étions sortis plus forts, plus unis. Sur le quai, Marguerite nous serra dans ses bras une dernière fois. « Prenez soin l'un de l'autre », dit-elle, les larmes aux yeux. « Et n'oubliez pas de m'appeler. » Alors que le train s'éloignait, Sophie glissa sa main dans la mienne. « Ça va aller »,
demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête. Oui, ça va aller. Nous sommes ensemble, c'est tout ce qui compte. En rentrant chez nous, notre maison semblait étrangement vide sans la présence de Marguerite. Mais en même temps, il y avait un sentiment de renouveau dans l'air, comme si nous tournions enfin la page sur cette période difficile de notre vie. Ce soir-là, assis sur notre canapé, Sophie blottie contre moi, je réfléchis à tout ce que nous avions traversé. Les mensonges, les trahisons, la peur, mais aussi le pardon, la rédemption et l'amour inconditionnel. Tu sais, dis-je doucement à Sophie, malgré tout ce qui s'est passé, je ne changerai rien. Elle leva les yeux vers moi, surprise. Vraiment? Même avec toute la douleur que nous avons traversée? Je hochai la tête. Oui. Parce que cette épreuve nous a rendus plus forts. Elle nous a montré ce dont nous étions capables ensemble. Et elle nous a rappelé l'importance de la famille, du pardon et de l'amour. Sophie sourit, les larmes aux yeux. Tu as raison. Nous sommes plus forts maintenant. Et quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Alors que nous nous endormions cette nuit-là, je réalisais que notre histoire n'était pas une histoire de trahison ou de mensonge. C'était une histoire de rédemption, de pardon et d'amour inconditionnel. Une histoire qui nous avait transformés, qui avait fait de nous une véritable famille. Et malgré toutes les difficultés qui nous attendaient encore, les dettes à rembourser, la confiance à reconstruire, je savais que nous y arriverions. Parce que nous étions ensemble, et qu'ensemble, nous pouvions tout surmonter.